Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Demain commence ici, au Printemps des Territoires. Vous êtes dans le quartier Climat et Biodiversité et nous allons parler de transition alimentaire, ou plus ou moins de la manière de l'accélérer, cette transition alimentaire. Nous allons parler de solutions avec nos invités. Il y a des solutions, des idées qui émergent des collectivités, des territoires, mais aussi des citoyens. Et c'est bien de tout cela dont nous allons parler, surtout quand on sait que le système agricole et le système alimentaire représentent un quart des émissions à effet de serre, que les impacts sur la nature, sur la biodiversité, sur la santé sont parfois dévastateurs. Le temps des solutions est venu, le champ des possibles est là avec nos invités. Je voudrais que l'on remercie pour votre présence Linda Reboux, vous êtes responsable d'investissement à la Banque des Territoires. Christophe Chevalier, à ma gauche, vous êtes PDG du groupe Archer, groupe d'économie solidaire né à Romans. Il y a quelques années, vous avez décidé de transformer Valence Romand en un territoire référence d'une nouvelle génération de start-up. Vous nous raconterez. Et puis, nous avons Pierre Péziardi. Vous êtes cofondateur et président de Ceinture Verte, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui facilite l'installation en maraîchage bio, c'est important, autour des agglomérations et notamment autour de Valence. Et je crois que tous les deux, vous vous connaissez très bien. Vous nous raconterez votre belle histoire d'amour dans quelques instants. Pour commencer, vous êtes très pudique, oui. Linda, pour commencer, peut-être pour brosser le tableau et pour avoir une vision un peu globale, donc c'est avec votre vision Banque des Territoires, en quoi nos modes de production agricole aujourd'hui et aussi nos modes de consommation représentent une menace pour la biodiversité ? Bonjour à tous, merci Clémence. Alors effectivement, on mange plusieurs fois par jour sans vraiment trop y réfléchir et pourtant c'est un acte qui est loin d'être anodin. Vous l'avez dit, l'empreinte carbone, c'est à peu près 25% pour l'alimentation en France, mais si on prend l'ensemble de la chaîne alimentaire, elle pèse pour près du tiers de nos émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors c'est difficile à croire, mais un aliment, on estime qu'il parcourt en moyenne 3000 km avant d'arriver dans notre assiette. Ça paraît dingue, et pour autant c'est une réalité. Et sur les plans aussi sociétaux, on atteint des limites puisqu'on sait qu'un quart des agriculteurs aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui. On sait également qu'on a des problèmes de santé publique avec notre alimentation trop riche qui favorise le diabète, l'obésité. Et puis plus récemment, la crise Covid et la guerre en Ukraine nous ont aussi fait prendre conscience un peu tardivement que notre système alimentaire, qui est aujourd'hui particulièrement mondialisé, interconnecté, eh bien, il était très fragile. On le voit, un problème de rupture sur une chaîne d'approvisionnement et c'est tout un pays qui est en pénurie sur certains aliments. Donc cette notion de résilience, elle est au cœur des réflexions et au cœur de nos réflexions aussi à la Banque des Territoires. Et pour en venir plus spécifiquement à la biodiversité, les surfaces agricoles en France aujourd'hui, c'est la moitié du territoire français. Donc on voit bien que l'empreinte, le lien avec les écosystèmes, il est évidemment majeur. Et on sait que les modes de production trop intensifs et l'artificialisation des sols ont un impact très fort sur la disparition de la biodiversité, son érosion en tout cas, d'où la nécessité d'aller vers des modes de production plus durables, plus respectueux du vivant. On peut citer notamment les produits phytosanitaires qui impactent les pollinisateurs, les abeilles. Et en fait, on a besoin de la biodiversité pour se nourrir, puisque les 3/4 des espèces cultivées aujourd'hui dépendent de pollinisateurs. Donc en fait, l'agriculture et la biodiversité sont intimement liées. Notre système alimentaire dépend de la biodiversité. Pour autant, les dérives d'une agriculture trop intensive aujourd'hui ont vraiment perturbé, détruit beaucoup de biodiversité. Donc c'est très important aujourd'hui d'opérer cette transition et d'aller vers des modes de production plus durables et plus résilients. Oui, ce qui est intéressant de ce que vous dites, c'est que les enjeux en fait sont aussi bien alimentaires que socio-économiques, que politiques, oui, qu'économiques. Et il y a aussi un enjeu de souveraineté très important, évidemment, et d'indépendance. Et au cœur des enjeux, il y a le foncier. Il y a la politique de zéro artificialisation des sols aujourd'hui, bien entendu, mais le problème qui se pose, c'est de pouvoir avoir des terres cultivables et des terres cultivables aussi dans de bonnes conditions. Comment les collectivités, justement, se saisissent de cette question, de cet enjeu du foncier ?
Alors, le foncier agricole, c'est vraiment le socle de base, le maillon amont de toute la chaîne sur lequel on peut avoir le plus d'impact du côté de ces transitions. Schématiquement, je pense qu'on peut identifier 3 enjeux majeurs sur le foncier agricole aujourd'hui. Le premier, c'est tout simplement de le préserver, puisqu'en fait, le foncier agricole, on n'en fabrique plus, on en a une quantité donnée au départ, et aujourd'hui, sous la pression de l'artificialisation des terres, le foncier est menacé. On estime que c'est la surface d'un stade de foot qui disparaît toutes les 8 minutes, c'est 30 000 hectares par an. Donc en fait, les terres agricoles disparaissent, donc il faut absolument essayer de les préserver face à l'artificialisation. Le deuxième enjeu, c'est un fort enjeu de transmission intergénérationnelle, puisque aujourd'hui, il y a un grand nombre d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les années à venir. C'est à peu près 30% d'entre eux qui prennent leur retraite d'ici 2026, donc c'est massif. Et alors, il faut susciter des vocations chez les jeunes, c'est pas évident, et il faut aussi aider ces nouveaux agriculteurs à avoir accès au foncier, à la terre agricole, ce qui n'est pas simple du tout. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième, c'est évidemment, on l'a dit, la transition des pratiques pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement, mais aussi respectueuses de la qualité de l'eau, les zones de captage pour l'eau, les enjeux aussi liés à l'adaptation au changement climatique, puisque notre agriculture a aussi besoin de s'adapter face aux nouvelles contraintes que l'on connaît, et même de stockage du carbone. Le foncier est aussi un puits de carbone formidable si on s'y met et on fait des modes de culture adaptés. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Les collectivités, elles ont des moyens, de nombreux moyens en fait, pour agir sur ces sujets-là, des moyens réglementaires, des moyens de planification foncière. Pour autant, elles s'en sont saisies qu'assez récemment. C'est plutôt nouveau, mais on constate qu'il y a vraiment un phénomène d'intérêt, un regain d'intérêt des collectivités pour le foncier. Et on peut le voir par exemple avec les projets alimentaires de territoire. Aujourd'hui, les PAT, qui sont des démarches concertées pour reterritorialiser l'alimentation et qui passent aussi par un diagnostic territorial et des politiques foncières. Il y a à peu près 370 PAT aujourd'hui qui se sont développés sous l'impulsion du ministère de l'Agriculture, donc c'est un vrai succès. Nous, on constate aussi plutôt à l'échelle régionale, voire départementale, la multiplication de projets de foncières dédiés aux fonciers agricoles, aux terres agricoles, voire des dispositifs qui vont chercher justement à agir sur ces leviers et à préserver les terres agricoles, faciliter la transmission des terres et la transition des pratiques. Donc on voit qu'il y a quand même un regain d'attention, une dynamique. Je ne pourrais pas citer tous les mécanismes qu'elles ont à leur disposition, les collectivités, mais je renvoie à un guide qu'a fait Terre de Liens, qui est notre partenaire sur le sujet. Terre de Liens ? Terre de Liens, c'est un mouvement assez connu qui justement travaille sur le foncier agricole pour réinstaller des paysans en agriculture biologique. Et qui vient de chez vous, Christophe de la Drôme. Qui est installé à Crest, dans la Drôme. Tout se passe dans la Drôme, j'ai l'impression. Exactement, et qui a fait un excellent guide sur justement comment les collectivités peuvent agir sur ce sujet-là. Mais on va le voir avec les exemples, il y a effectivement un regain d'intérêt pour ces enjeux, et le foncier est bien le socle de base de cette transformation, de cette transition qui est à l'œuvre aujourd'hui. Merci Linda pour ce panorama. Justement, parlant de foncier, Pierre, j'ai une question pour vous. Vous vous occupez justement de trouver des terrains pour les maraîchers. Comment vous trouvez ce foncier aujourd'hui ? Et quelles sont les problématiques que vous rencontrez ? Merci. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est on loue des fermes aménagées pour que des maraîchers puissent s'y installer, notamment des porteurs de projets non issus du milieu agricole. Puisque le problème du foncier, si vous deviez vous lancer demain comme maraîcher diversifié pour en faire votre carrière, en fait, ça serait 15% de votre problème. Vous allez devoir investir plus cher qu'un restaurant finalement pour monter une exploitation. Et donc non seulement il faudra porter le foncier, mais il faudra porter les investissements pour investir 200 000 € sur une exploitation qui est une unité économique qui vous permettra de bien vivre. Donc nous, comment le foncier, comme l'a dit Linda, il subit en fait une double pression. Il subit une pression de l'étalement urbain d'une part, mais d'autre part, en réalité, il subit une pression des agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, malgré la déprise agricole que vous avez décrite et la chute du nombre d'exploitants agricoles qui est très inquiétante, et donc notre incapacité à recruter des nouvelles têtes finalement dans ce monde, eh bien, il y a une tendance légitime de chaque agriculteur à essayer de s'agrandir pour mieux amortir son parc naturel. Et donc, nous, à chaque fois qu'on essaye d'acquérir des terres pour une nouvelle agriculture en circuit court, elle se heurte à des projets qui sont tout aussi légitimes au fond. Mais plus s'étendre sur 10 hectares pour faire du maïs, vu cet agriculteur, c'est tout à fait légitime. Et donc, on est nous-mêmes dans ces conflits d'usage, donc une forte concurrence sur le foncier, malgré la déprise. Dans ce contexte-là... Et avec des intérêts très divergents, parce que là, vous parlez par exemple de maïs qui peut être considéré comme des productions intensives. Et vous n'êtes pas du tout dans cette démarche. Absolument, mais c'est l'agriculture qui vous nourrit. Oui.
Aujourd'hui, l'agriculture qu'on propose, on propose, nous, de venir compléter finalement une agriculture qui est massivement d'expédition, hein, qui parcourt 3000 km, vos cornflakes, vos tomates en conserve, etc. Et nous, ce qu'on propose aujourd'hui, on est en légumes environ à 5% de circuits courts, et on se dit que si on était simplement à 10 ou à 20%, le système alimentaire français s'en porterait un petit peu mieux. Vous voyez, on n'est pas idéologue, on parle pas d'autonomie alimentaire, ce qui serait absurde. On parle de résilience alimentaire en faisant rentrer des nouvelles têtes, des nouveaux chefs d'exploitation. Et maintenant, je réponds à votre question sur comment on s'y prend dans ce contexte où il va y avoir une grosse tension. Eh ben, il faut créer, effectivement, on ne peut pas venir de Paris et dire j'achète des terres dans ce contexte-là. On a la chance d'avoir un pays extrêmement réglementé et avec des sociétés départementales, ça s'appelle les SAFER, qui ont un droit de préemption sur le foncier et au capital desquels siègent des élus des collectivités et des élus des chambres d'agriculture. Et ben nous, on crée des sociétés coopératives qui réunissent ces gens-là donc ces sociétés coopératives d'intérêt collectif. On en fait une par territoire. On en a une dizaine aujourd'hui à Clermont-Ferrand, à Pau, à Valence. Et on crée un affecto societatis en mettant les élus finalement des agglomérations qui ont la compétence développement économique, des élus de la chambre d'agriculture qui ne sont pas les promoteurs d'une telle agriculture par défaut, qui vont nous voir comme des ludites ou des bobos, entre guillemets, au départ, mais qui savent très bien qu'ils perdent 2,5% de leurs adhérents tous les ans, ces gens-là. Oui, donc ils vous voient arriver avec un nouveau modèle quand même qui reste un peu attractif. Qui reste attractif pour résoudre le problème qu'ils ont, parce qu'il y a un consensus syndical en réalité qui est qu'on ne fera pas d'agriculture sans agriculteurs. Oui. Merci. Je me tourne vers vous maintenant, Christophe. Vous êtes fondateur des startups des territoires. Vous avez créé en fait un hub de coopération, c'est absolument passionnant ce que vous faites, et d'expérimentation pour stimuler la création d'entreprises qui produisent et pensent, en tout cas, impact positif. Et parmi toutes ces entreprises, il y en a certaines évidemment qui s'intéressent de près au sujet de la transition alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre modèle assez brièvement et nous donner des exemples concrets de sociétés que vous pouponnez qui s'intéressent à ces sujets-là et pourquoi ? Sur le modèle, très rapidement, en fait, c'est des startups de territoire qui partent d'initiatives citoyennes et de mobilisation citoyenne. C'est-à-dire qu'on arrive dans nos petites agglos à réunir jusqu'à 1500 personnes le temps d'une soirée pour inventer les startups qui changent la vie au quotidien. C'est important pour nous parce que souvent, après, il y a des entrepreneurs, il y a des citoyens qui deviennent entrepreneurs, mais de partir de là, ça permet de faire parfois cohésion autour de ces projets. En fait, nous, on pense que le développement durable, en règle générale, ça demande un changement de posture pour chacun d'entre nous. Et le changement de posture, il ne se décrète pas d'en haut, il se construit dans l'altérité. Donc, c'est ça qui est important pour nous. Donc, on a un programme extrêmement ambitieux de 150 startups, de 1500 emplois. On est soutenu fortement par les programmes d'investissement d'avenir pour ça. Et quand on demande aux citoyens qu'est-ce qu'il faut monter comme entreprise pour changer la vie, on s'aperçoit qu'il y a un tiers des projets qui sont des projets alimentaires. Et du coup, on a une ambition extrêmement forte. Pierre disait qu'il y a 5 à 10% de circuits courts aujourd'hui. Nous, on veut que ça devienne majoritaire. C'est l'ambition qu'on s'est donnée sur notre territoire, avoir majoritairement des produits qui viennent de la Drôme et de l'Ardèche dans nos assiettes à 5 ans. On va y arriver, on va mettre plus de temps, c'est sûr, mais en fait, on va y arriver parce qu'on est dans le sens de l'histoire. Et du coup, on travaille globalement sur 4 choses. La production, l'autoproduction. Donc, on a plein de projets, y compris des gens qui travaillent sur des semences locales qui allaient disparaître. Donc, on parlera de biodiversité, mais c'est vraiment un sujet. Y compris dans le changement d'échelle de certains projets. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient... où ils avaient 2 maraîchers, on leur propose d'en avoir 10, on les forme, etc. Et vous avez la ceinture verte ? Et alors bien sûr, on a la ceinture verte. Off course, ça paraissait tellement évident que j'ai oublié de le dire. On travaille sur les questions de transformation parce qu'en fait, la difficulté, c'est de travailler sur les habitudes alimentaires. Et si vous pouvez acheter des légumes locaux que 4 mois dans l'année, et le reste du temps, vous allez dans les grandes surfaces. Donc on est très ambitieux sur la question de la transformation pour avoir des produits toute l'année, de la transformation des légumes et des fruits locaux, mais aussi des projets de yaourts végétaux, de choses comme ça,
qui nous permet une ferme en aquaponie, qui nous permet d'avoir aussi du poisson, enfin de diversifier. L'idée, c'est de ne pas manger que du radis noir en janvier, quoi. Sinon, on n'y arrive pas. Il y a forcément des questions de logistique. Aujourd'hui, on accompagne des projets qui vont chercher des produits chez des agriculteurs et qui les amènent dans les épiceries ou dans les restaurants des collectivités. Et puis donc la quatrième chose, c'est effectivement la distribution avec des systèmes qui vont effectivement d'épiceries montées par des citoyens ou le fait que des collectivités locales s'engagent à acheter des produits majoritairement aussi dans leur cantine. Mais ce qui est intéressant dans vos deux exemples, c'est quand même que les initiatives viennent des citoyens. Dans vos deux cas, vous êtes soutenus par les collectivités. Alors, parfois, ça a peut-être été un long combat pour négocier ou tout du moins pour convaincre. Mais là, on sent quand même que cette transition alimentaire, elle est entre les mains des citoyens. En fait, je pense qu'il y a vraiment un écart terrible entre ce qu'on pense de ce que doit être l'alimentation pour nous et nos pratiques. Enfin, franchement, moi, je ne sais pas vous, mais je vais encore dans les supermarchés. C'est-à-dire que voilà. Et du coup, le projet, nous, qu'on a, c'est de faire en sorte que les citoyens, finalement, ils s'emparent un peu de cette question économique. Et c'est parce qu'ils s'en emparent qu'on arrive à trouver des solutions et qu'on arrive à trouver des modèles économiques. Alors que si c'était des projets juste d'entrepreneurs, il n'y aurait pas de modèle économique. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? Collectivités locales et citoyens, comment les faire fonctionner ensemble aujourd'hui pour accélérer cette transition alimentaire ? Voilà, déjà, j'abonde dans ce qu'a dit Christophe sur le fait qu'il n'y aura pas de solution plaquée d'en haut et qui va vous résoudre le problème de la transition alimentaire et qu'il faut donc organiser un faisceau d'innovation, un faisceau d'initiatives qui permet de faire émerger ces filières. Puisqu'il faut bien comprendre, notre filière alimentaire, elle est à 95% une filière structurée vers l'expédition. Donc c'est des trains, c'est des camions qui vont dans des marchés d'intérêt nationaux et qui repartent avec dans une grande concentration avec les transformateurs. Et c'est ça, ça nous nourrit. Donc c'est critiquable, mais ça nous nourrit. Et ce qu'on dit, c'est qu'on ne fera pas émerger une part significative de l'alimentation, 10, 20, 30%, il y a même l'ambition de 50%, dans un circuit extrêmement différent, en le décrétant. Ça, nous, on a une maxime d'ingénieur qui dit que tout système qui marche est invariablement issu d'un système plus petit qui marchait. Et donc, il faut construire des petites choses et les faire passer à l'échelle. Donc ça, c'est très important. Ces petites choses, elles sont issues donc des initiatives citoyennes. Et pour nous, c'est fondamental puisqu'on se vit comme des sociétés coopératives. On n'a pas fait des sociétés, une SCOP. C'est quoi la différence entre une société coopérative, SCOP, et une SCIC ? La SCIC, c'est la chose qui est la plus ouverte finalement pour accueillir des partenaires. Et nous, on est très surpris de voir la manière dont peuvent contribuer dans le design, bien entendu, les gens. Mais aussi, on a des gens qui participent à nos chantiers participatifs. La société coopérative de Pau, elle est capitalisée à environ 450 000 €. Son capital serait moitié moindre sans les gens. C'est-à-dire que aussi les gens sont capables de venir financer et de participer à un effet levier qui est très important pour la vie de nos coopératives. Les maraîchers sont actionnaires, par exemple ? Les maraîchers sont également sociétaires, absolument. Sociétaires. On dit sociétaire dans l'économie sociale et solidaire. Oui. Sociétaires. Et alors, quels sont leurs avantages économiques ? Alors, les maraîchers, il faut bien, mettez-vous à la place d'un maraîcher habituel. Avant la ceinture verte, il n'y a qu'une seule modalité de s'installer en tant qu'agriculteur. Vous allez au point d'accueil installation à la chambre et donc vous allez acquérir quelque chose, acquérir un foncier, une ferme, bâtir, donc emprunter, vous endetter et vous allez être assigné à votre exploitation finalement pour ces investissements et vous allez peut-être en fin de carrière revendre tout ça et donc vous constituez une épargne immobilière. Donc endettement, assignation à son exploitation, épargne immobilière. Ça c'est le schéma d'installation et sur lequel rebondissent, comme je vous le disais, les hors cadres familiaux, les gens non issus du milieu agricole n'y arrivent pas, n'ont pas le crédit pour emprunter 100 000 €. Voilà. Et donc, du coup, ils s'installent dans des mauvaises conditions et ils échouent pour beaucoup. C'est tragique ce qui se passe. Donc, ce qu'on propose, nous, en quoi c'est intéressant pour un maraîcher, c'est qu'on propose un schéma d'installation dans lequel il y a
pas d'assignation à son exploitation, il peut partir, il peut rester 40 ans ou partir tous les ans. Il n'y a pas d'endettement, il ne va pas s'endetter puisque c'est la coopérative qui a réalisé l'essentiel des investissements pour avoir une ferme aménagée. Et il se constitue il n'est pas locataire à vie, c'est pas un paysan ubérisé, on va dire. Il se constitue une épargne mobilière puisque sa cotisation va lui permettre de récupérer des parts sociales et donc progressivement les maraîchers sociétaires deviennent les principaux propriétaires de la coopérative sur un cycle de 20 ans. Alors, ce que vous avez aussi tous les deux en commun, et je trouve que c'est peut-être intéressant aussi d'y revenir, c'est que tous les deux, vous avez été quand même des entrepreneurs qui avaient fait des pas de côté. Je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'ils ont fait, mais vous avez fait des pas de côté, vous êtes allés un peu en dehors du système. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour accélérer la transition alimentaire, puisque c'est le thème de notre conférence, il faut faire un pas de côté et prendre des chemins de traverse pour réussir et pour aussi avoir de nouvelles idées qui... nouvelles, oui, j'allais dire nouvelles idées, nouvelles. Je sais pas. En tout cas, on travaille là-dessus et sur ces concepts avec plein de chercheurs qui travaillent là-dessus. Un des thèmes pour définir le travail qu'on fait, ça s'appelle entrepreneur de territoire. C'est l'idée qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent agir au-delà du périmètre de leur entreprise. Et les chefs d'entreprise, ils ne sont pas toujours les moins bien placés pour faire du développement économique. Après, peut-être ce qui est important de dire, c'est que nous, notre enjeu, c'est d'amener tout le monde. C'est-à-dire que je vous ai parlé des citoyens dans le programme qu'on mène, mais il y a aussi et surtout tous les réseaux d'entreprises, de la CCI à la CPME, aux associations de chefs d'entreprise. Et l'aglo. Et l'aglo. Et c'est vrai qu'on propose une rupture, mais ce qui est important pour nous, c'est de proposer une rupture avec l'ensemble des forces. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système jugeant. Nous, notre idée, c'est qu'on peut tous améliorer ce qu'on fait pas à pas. Et c'est comme ça qu'on va provoquer les ruptures. Pierre, une réaction ? Oui, alors moi je suis un spécialiste du pas de côté. J'en ai fait une théorie. Donc, je pense que les empires se transforment difficilement et ils sont toujours. La transformation des grandes organisations, empires, passe toujours par quelque part des barbares en marge qui fabriquent quelque chose, meurent le plus souvent la plupart du temps, et ceux qui survivent peuvent grossir et participer à rénover l'empire. On a fait ça dans l'État. Dans un incubateur qui fait travailler plus de 1000 personnes aujourd'hui, c'est un incubateur de politique publique. Donc l'État peut le faire, et ça a donné le Pass Culture, que vous devez connaître, ou PIX, ou des choses comme ça. Donc l'État peut aussi entreprendre dans ces chemins de traverse, mais au fond, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que... Pourquoi c'est pas la Chambre d'agriculture qui fait la ceinture verte ? Pourquoi c'est pas la direction du développement durable de Pau Agglomération qui fait la ceinture verte ? Eh bien, c'est très simple. Parce que ce sont des administrations qui étaient là avant tout ça, qui se sont construits avec des mœurs, des usages, des coutumes, un habitus qui est fondé sur leur système dominant, donc l'agriculture d'expédition, la grande culture, le démembrement. Donc ils ne peuvent pas penser ça. Ils ne peuvent pas être à l'origine de ça. Et il ne faut pas leur en vouloir en plus. Ce n'est pas une lutte des méchants conservateurs entre les gentils innovateurs. C'est pas ça. C'est eux, ils ont une légitimité qui est ancienne, qui fabrique un système qui marche, qui nous nourrit, mais qui n'est plus celui qu'on veut. Qui n'est plus adapté forcément aux enjeux de demain. Et donc, si on veut l'innover, il faut faire ce pas de côté pour pouvoir agir loin des règles, loin des jugements, loin des habitudes qui structurent leur action aujourd'hui. Oui, en réunissant un maximum d'acteurs. Linda, deux exemples évidemment passionnants que vous soutenez au niveau de la Banque des Territoires. Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce type que vous soutenez ? Oui, alors ce qui est intéressant de souligner déjà, c'est que ces deux projets, on les soutient avec deux modalités d'intervention différentes, puisque la ceinture verte, on la soutient sous forme d'investissement au sein des SIC territoriales, alors qu'on a plutôt soutenu sous forme de subvention le projet de Valence Roman à travers le programme Territoire d'innovation. Donc peut-être pour détailler un peu plus nos modalités d'intervention côté Banque des Territoires, hein, l'objectif sur la transition agricole et alimentaire, déjà c'est une intervention quand même assez récente, mais qui a vocation à se développer aujourd'hui.
Et on va chercher évidemment à répondre aux enjeux qu'on a exposés ce matin. Nos modalités, elles s'articulent autour des 3 métiers de la Banque des Territoires: conseiller, financer, opérer. Sur le premier volet, conseiller, on s'occupe plutôt des collectivités territoriales qui réfléchissent à ces enjeux et qui vont avoir besoin d'ingénierie et d'accompagnement. C'est ce qu'on propose sur ce premier volet. Sur le volet financier, on a les investissements en fonds propres, comme pour la ceinture verte, mais aussi la possibilité d'intervenir sous forme de prêts très long terme. On peut parler de montant, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, sur les investissements en fonds propres, aujourd'hui, on a un appel à manifestation d'intérêt sur 3 ans qui est doté de 23 millions d'euros. Et on a une ambition, parce qu'on finance aussi de manière indirecte via des fonds des projets. Donc, en tout, on a une enveloppe d'à peu près une centaine de millions d'euros sur les 5 prochaines années sur ces sujets-là. Et sur la ceinture verte, ça représentait combien? Sur la ceinture verte, c'est un petit montant à l'heure actuelle, mais l'idée, c'est aussi d'accompagner. Un petit montant, c'est 250 000 euros, je crois, sur celle de Valence par coopérative. Il y a celle de Pau également. Et ensuite, ça va se développer dans le temps. L'idée, c'est vraiment d'accompagner des projets de transition agricole et alimentaire des territoires qui ont un très fort impact social, environnemental, et souvent qui sont du ressort de l'économie sociale et solidaire. Et pour finir sur le 3e volet, donc opérer, on est opérateur, l'État nous confie en fait, on est opérateur de l'État, donc l'État nous confie des mandats avec des appels à manifestation d'intérêt qui vont viser à sélectionner les meilleurs projets, comme ça a été le cas pour Valence Roman. Et l'idée, c'est ensuite de distribuer des subventions. Donc il y avait le projet Territoire d'innovation il y a quelques années. Aujourd'hui, on a un autre appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, qui est doté de 2 millions d'euros, qui est en cours. Il y a une prochaine relève de candidature le 2 décembre prochain. Donc on voit qu'on a vraiment différentes modalités d'intervention. Et pour citer quelques exemples, puisque je ne l'ai pas dit, mais on a le bloc foncier, le foncier agricole, qui est vraiment un axe majeur pour nous. On accompagne par exemple la foncière Terre de Liens, qu'on a évoqué tout à l'heure, sur ces enjeux d'installation et de préservation du foncier. On accompagne énormément de projets territoriaux sur la transition, donc les circuits courts, le développement d'une agriculture plus vertueuse, l'approvisionnement local, durable, de la restauration collective, et aussi des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire qui peuvent être aussi très intéressants. On aurait pu en parler, mais on n'a que 30 minutes et malheureusement on a dû faire des choix. Mais c'est aussi un enjeu très fort sur lequel il y a énormément de projets très intéressants. Ce qui est particulièrement intéressant sur ce sujet de transition agricole et alimentaire qui est très transverse, c'est que c'est aussi un vecteur de création d'emplois inclusifs, d'emplois en insertion, d'emplois pour personnes en situation de handicap, et c'est ce qui nous intéresse aussi tout particulièrement à la Banque des Territoires. Donc ça, c'est vraiment un point important pour nous. Et peut-être pour citer un dernier exemple, parce qu'il y a justement une table ronde juste après qui va parler du sujet. Un autre sujet très important, c'est la collecte, le traitement, la valorisation de nos biodéchets, tous les déchets alimentaires. C'est quand même 1/3 de nos poubelles aujourd'hui. Et donc, on parlait de pas de côté. Je pense que l'entreprise Moulineau, qui va intervenir juste après, est un très bon exemple aussi de pas de côté, d'un restaurateur qui s'est dit, bah, tiens, finalement, on pourrait faire quelque chose des déchets qu'on met à la poubelle tous les jours, et qui a créé une filière passionnante de collecte, valorisation de ces biodéchets sous forme de compost et de biogaz. Donc on réduit nos dépendances au gaz russe, aux engrais azotés, tout en valorisant des déchets. Donc c'est voilà, un autre exemple de projet qu'on accompagne, particulièrement vertueux aussi, avec des emplois en insertion, encore une fois. Donc double impact social, environnemental, et puis territorial, parce qu'en fait tous ces projets, ils ont aussi une vertu, pardon, je suis un peu longue, mais non, vous êtes passionnant, donc allez-y. Intéressant, c'est qu'au-delà des impacts socio-environnementaux, on va aussi revitaliser les territoires, recréer des emplois dans les territoires non délocalisables, et recréer du lien entre le monde rural et l'urbain. Et ça, c'est aussi très important. Oui, parce que là, il faut réconcilier aussi deux mondes. Voilà, on réconcilie, on rapproche ces mondes qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas. Et donc, ça a un impact extrêmement positif sur les territoires, et c'est bien là notre objectif. Bon, en tous les cas, tous les trois, vous avez une obsession quand même, c'est de redynamiser et revitaliser vos territoires. Peut-être une dernière question avant de passer à vos questions, si vous en avez. Quels sont vos projets à chacun? Vous, c'est... Allez-y, Christophe. Embaucher, grandir. Les projets, c'est 150 startups, 1500 emplois. Diffuser le modèle, il est aujourd'hui diffusé dans une quinzaine de territoires. On veut passer à 30 ou 40. Et donc, on a juste une ambition pour démarrer, de changer le monde, et après, on verra. Modestement. Mais vous êtes bien parti déjà. Tout à fait. Bon, c'est pas voilà, la même chose, c'est un peu triste. Nous, ce qui peut être plus intéressant pour vous, c'est le modèle de passage à l'échelle finalement, parce qu'on a tous ce problème-là. On voit des solutions qui marchent, c'est génial, et puis on se dit, mais ça peut passer à l'échelle, et en fait, c'est extrêmement compliqué. Ça se fait pas comme ça, en fait. Vous faites une rôtisserie solidaire à Valence Roman.
Et ça a beau être génial, ça ne va pas se répliquer comme ça, il ne va pas y avoir des rôtisseries solidaires partout. Donc, nous, on a l'ambition de faire des ceintures vertes sur une centaine de départements français. Donc, on en a 10 aujourd'hui, c'est qu'on est à 10% du sujet. Mais avec ce schéma d'un groupe coopératif qui va créer des SIC, des sociétés coopératives, mais qui a une tête de groupe qui est la structure qui embauche tout le monde. Donc, nous, on a un effet d'équipe. Alors ça peut peut-être inspirer certains qui auraient des velléités de faire passer des systèmes par exemple de compostage ou des systèmes de consigne de bouteilles, c'est-à-dire de se dire qu'il y a toujours une emprise territoriale qui doit exister, mais aussi on doit avoir les reins solides d'une grande entreprise qui est ambitieuse, qui a des acquis d'expérience. Donc on ne peut pas être des coopératives. Donc voilà, notre destin il est là, d'une part. Donc mettre des maraîchers. Une holding solidaire. Voilà, un groupe coopératif, je préfère, parce qu'une holding, ça posséderait les coopératives. Je vous provoque. Donc les mots finalement désignent ces choses-là. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas encore trouvé. On a une ferme, on a un facteur de réplication qui est la standardisation des fermes. On fait des fermes maraîchères de 2 hectares parce qu'il existe des porteurs de projets et qu'il existe des débouchés. Mais peut-être qu'on pourrait faire aussi des fermes de 2 hectares qui font des fromages de chèvre, des fermes de 2 hectares qui font des petits élevages, donc dans lesquels à chaque fois on trouverait à la fois des porteurs de projets et des débouchés. Mais on va déjà faire une chose bien, et on va vendre des livres comme Amazon, et après on fera peut-être toute forme d'exploitation économiquement viable en circuit court. Pour changer le monde. Je me tourne vers vous dans la salle. Si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez prendre la parole. On a un petit peu de temps encore, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai encore des questions, donc je peux prendre le relais sans problème. Oui, bonjour. Il faut parler très fort, pardonnez-moi. Alors, je vais répéter la question pour ceux qui vont nous suivre à distance. Cette jeune femme vous demande quelle est votre vision idéale du monde de demain, quel est votre rêve, sans parler d'utopie forcément, mais en tous les cas du monde rêvé. Alors, on peut s'écarter peut-être, si vous en êtes d'accord, de la transition alimentaire. Hein, c'est plus global, votre question. Ah, d'accord. Donc, on reste sur la transition alimentaire. D'accord. Moi, ce qui m'anime finalement, c'est que je vois Nietzsche disait la folie est pas du tout chose courante chez les hommes, mais elle est chose courante dans les organisations, les systèmes, les couples et les époques. Dès qu'on se met en groupe, on a un petit problème. Aujourd'hui, on a trouvé une modalité d'organisation qui est la pyramide, qui fabrique au fond beaucoup de choses inutiles. Aujourd'hui, Bastia disait, si tout le monde casse une vitre, là vous sortez, vous cassez tous une vitre, le PIB va augmenter. Si vous jetez sous un tramway et vous allez à l'hôpital, le PIB va augmenter. Tous nos systèmes, si vous voulez, sont organisationnels. Dès qu'ils grossissent, on les pilote par les moyens. On les pilote par, il y a une direction marketing, il y a une direction des achats. Il faut diminuer les coûts, il faut augmenter la communication. Et donc votre monde rêvé. Et mon monde rêvé, du coup, c'est un monde où ces organisations sont devenues plus matures. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un nœud gorgien à tout ce qu'on fait là, qu'il y a un on-dit, un éléphant dans la salle, et que nos organisations sont finalement assez immatures. Derrière des organigrammes splendides et resplendissants, on fabrique beaucoup de choses inutiles. Je suis bien placé pour savoir, j'ai été informaticien, donc j'ai outillé des bureaucraties, j'ai fait des systèmes informatiques qui vous coûtent mais qui ne servent à rien, des systèmes par exemple de suivi des risques réglementaires. Donc je suis bien placé pour vous dire ça. On peut dépenser de l'argent à faire des choses qui sont inutiles. Mais par contre, c'est compliqué de changer. Et donc, mon désir, c'est d'augmenter la maturité des organisations dans leur capacité à épouser les valeurs du XXIe siècle, qui sont des valeurs de sens, d'autonomie et d'amélioration continue et de bienveillance. Moi, c'est super. Complexe comme réponse. Mais bon, en même temps, c'est un informaticien, un ingénieur. Donc il y a une matrice là dans tout ce qu'il a expliqué. Moi, ça va être super simple.
Le monde de demain, c'est celui où on prend conscience de nos forces et on s'empare de notre économie et on refait une économie au service des femmes et des hommes à l'échelle des territoires. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, mais on échoue avant tout faute d'essayer et faute de prendre conscience que l'économie, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est la manière dont on achète ses courses, dont on vit avec ses voisins, etc. C'est l'économie réelle. C'est ça mon monde rêvé. Linda? Je vais faire très court, mais pour moi, il y a 2 mots fondamentaux, mais qui ont déjà été prononcés. C'est le sens, et c'est vraiment retrouver du sens dans tout ce qu'on fait, dans comment notre système est organisé, et chacun aussi au niveau, à titre individuel. Et je pense que l'alimentation, c'est un excellent vecteur aussi pour retrouver du sens, du concret dans nos modes de vie qui sont parfois un peu hors sol. Et la résilience, parce que je crois qu'on est quand même face à des défis aujourd'hui qui sont majeurs, qui sont vraiment qu'on n'a jamais connus, et donc il va falloir qu'on ait des systèmes qui y survivent, qui tiennent le coup. Et donc la résilience, pour moi, c'est vraiment l'ingrédient principal avec le sens du monde idéal de demain dans le contexte qu'on connaît. Et quand même, on en parlait tout à l'heure, mais c'est comment on réconcilie dans ce monde idéal de demain des intérêts aussi divergents. Je pense, encore une fois, on en parlait aussi, les agriculteurs qui ont des enjeux économiques extrêmement importants quand ils produisent massivement, face à le petit maraîcher qui, lui, au contraire, aura peut-être moins d'investissement sur les épaules, mais aura quand même aussi des problématiques économiques majeures, qui sera encore plus peut-être dépendant aussi du climat que le gros agriculteur. Donc, pas sûr. Non, mais il aura peut-être moins de manière de se défendre, je ne sais pas. Comment on réconcilie ces 2 mondes aussi, et puis ce monde de l'urbanisation avec ce monde aussi de l'agriculture raisonnée et bio? Quand on est arrivé, moi j'ai constaté que ce monde il était irréconciliable, il est extrêmement clivé. Vous avez les petits agriculteurs contre les gros, vous avez les bio contre les pas bio. On est arrivé dans un contexte où ils négocient un nouveau label à haute valeur environnementale. Et donc c'est très conflictuel. Et nous, la seule solution qu'on a dit, je vous la redis, c'est le pas de côté. C'est-à-dire il faut changer les règles du jeu. Sinon, chacun essaye de dire j'ai raison. Et c'est la solution. Il y a aussi cette idée de j'ai la solution. La solution, c'est bien entendu les plus grandes cultures, une plus grande productivité. Mais quelque part, ils n'ont pas tort. Mais quand ils ont tort quand ils disent c'est la solution unique. Et donc, il faut faire un pas de côté pour faire accepter des alternatives. C'est cette bienveillance à l'égard des alternatives, ce que décrit Christophe, qui est nécessaire. Et donc, de créer des espaces de créativité où il est permis de faire autrement. C'est ça qui, à mon avis, est nécessaire. Oui, par rapport à ça, moi, c'est vraiment l'expérience qu'on vit. En fait, quand vous mettez des gens dans une salle pour réfléchir à un avenir commun, que vous enlevez les titres, il y a quelques techniques d'animation qui ressemblent un peu aux techniques de l'intelligence collective, mais quand vous enlevez les titres, par exemple, qu'on ne parle pas de sa position sociale, de son niveau d'études, mais des tripes, de son expérience de vie, et ben, quand ça se passe comme ça, c'est le rêve absolu. Et vous l'avez vécu, ça marche. Oui, c'est un bon exemple. On l'a fait, il y avait 1500 personnes, ça veut dire 150 groupes de 8-10 personnes qui réfléchissaient, et ça fonctionne et ça donne foi à l'avenir. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, alors j'ai vu, madame, je vous en prie. Meilleur pour la santé. Donc je vais retraduire votre question, pardon, pour ceux qui vont nous écouter à distance. Donc, est-ce qu'il y a un équilibre finalement entre ce monde de GMS, de consommation peut-être moins réfléchi, avec un monde de consommation plus raisonné? Si je résume, comment on construit, comment on les réconcilie aussi ces deux mondes?
alors vous dites il devrait se parler, mais j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui se dirait. Vous n'imaginez pas la différence qu'il y a entre un agriculteur grande culture embarqué dans une stratégie d'expédition, un prix de marché, et un niveau d'endettement significatif, et un petit agriculteur qui lui a une orientation circuit court en fait, donc il va pas du tout être sur. Donc c'est extrêmement différent. Et d'une part, donc ils n'ont pas grand-chose à se dire, ils se méprisent l'un l'autre. C'est triste, mais c'est comme ça. Deuxièmement, le deuxième agriculteur représente une part infime, comme je le disais tout à l'heure, de l'agriculture. Donc il ne représente rien. Quand ils discutent même pas avec la GMS. D'ailleurs, la GMS n'est pas structurée pour accueillir sa production. Donc ça, c'est le contexte de base. Quand même, hein. Linda, justement, je viens pondérer ce que je viens. Donc ça, c'est le contexte de base. Donc pour ça que dans ce contexte-là, essayez de discuter. Vous avez un fort au faible, vous avez un dialogue qui est pas très constructif. Donc il faut construire de la force dans le nouveau modèle, en faisant le pas de côté. Pour là, construire une masse critique. Et je vais passer la main à Linda. Mais quand nous, avec la ceinture verte, si on mettait un maraîcher, on n'est pas crédible. Mais là, on met des blocs de 5, 10 maraîchers. Et bien, effectivement, du coup, la GMS, elle commence à taper à la porte parce qu'on constitue une force maintenant. Et qu'elle va rentrer, non pas en changeant tout, parce qu'on n'est pas capable de l'approvisionner, mais elle va mettre un petit... À Leclerc, à pas loin de Granges-les-Beaumont, il va y avoir un petit Leclerc, nos producteurs, où ils vont respecter nos règles du jeu. Et dans tout le reste du magasin, c'est les autres règles du jeu. Donc, vous voyez qu'on peut progressivement y aller, mais il faut créer un rapport de force quand même. Oui. Je veux bien rebondir, mais effectivement, je pense que, nous, en tout cas, notre position, c'est vraiment de ne pas opposer deux mondes et deux modèles et deux systèmes. On pense les choses se transforment, il y a de la place pour tous les modèles, toutes les solutions, et les mentalités, les modèles évoluent. Comme tu l'as dit, hein, ça commence quand même à bouger, à communiquer. Donc voilà, c'est pas du tout d'opposer les systèmes qui va être fructueux, bien au contraire. Après, je pense qu'il y a aussi le poids de la réglementation qui peut faire bouger les choses aussi, quand même. Hein, c'est un levier important. Les collectivités qui ont un rôle à jouer, notamment par la commande publique, et donc aider des modèles alternatifs, en tout cas les privilégier, leur permettre d'exister. Donc tout ça, je pense qu'on est en fait en ce moment face à de très grandes transformations à l'œuvre, une prise de conscience quand même généralisée, ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans. Je pense qu'on peut dire quand même, on voit que les choses bougent beaucoup plus vite, et y compris les gros, les acteurs un peu historiques dans tous les domaines, se rendent compte que de toute façon, ils vont devoir changer, ils vont devoir intégrer ces préoccupations, parce que les citoyens, les consommateurs aussi, le consommateur attend ça aussi, sujet. Bien sûr. Et peu importe son pouvoir d'achat aussi. Et de toute façon, le contexte actuel, encore une fois, va accélérer ces transformations. Donc c'est une bonne nouvelle, mais évidemment, ça ne se fait pas de manière simple et rapide. Mais voilà, il y a de plus en plus de modèles alternatifs qui se développent, et on ne cherche pas à les opposer. Au contraire, comme tu le disais tout à l'heure, il y a plein de solutions différentes qui peuvent cohabiter et qui peuvent faire avancer les choses. Merci. On va prendre une dernière question, mademoiselle. Alors, oui, très fort. Alors, peut-être, venez peut-être, je suis désolée, parce que je vais vous donner le micro. Et vous allez vous présenter parce que, allez, me prenez votre temps. Enfin, non, oui, vous avez vu un peu. Je vous en prie, prenez ma place. Carrément. Je ne m'étais pas préparée à ça. Donc, un complément sur l'offre d'ingénierie. Ah oui, alors je vais me présenter. Donc, je suis Laetitia Verhaeg. Moi, je suis à la Banque des Territoires depuis ce printemps. Donc, le printemps, le vrai... voilà, le calendrier météorologique. Je suis donc au département d'appui au territoire, et plus particulièrement dans l'équipe du service d'ingénierie territoriale qui a intégré l'offre notamment territoire conseil qu'on identifie souvent plus facilement. Et donc, je suis experte sur les questions d'adaptation au changement climatique. Il y a du pain sur la planche, je ne m'ennuie pas depuis que je suis arrivée. Vous n'avez pas beaucoup de temps, hein. Vous avez 2 minutes. Ok, donc j'y vais. Sur l'offre d'ingénierie, donc sur l'alimentation, effectivement, on accompagne des collectivités locales, mais on défend aussi une approche multi-acteurs, et par vos témoignages, on le voit bien, qu'aujourd'hui, ce n'est pas la seule porte d'entrée, qu'il faut aussi aller vers des structures associatives, des acteurs privés économiques locaux. Donc, on a cette ouverture aussi dans l'accompagnement, c'est important de le rappeler, je pense aussi. J'avais 2 petites remarques, questions qui vont dans le sens de ce que vous avez dit. Sur les grilles, finalement, d'évaluation et les ports d'entrée qu'on a de ces transformations alimentaires, remettre le vivant au cœur de tout ça. On a parlé beaucoup de modèles économiques, de viabilité économique. Moi, je pose la question de la viabilité du vivant et de notre survie. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire à plus 3 degrés.
Les modèles nous disent qu'il y a une incertitude sur la capacité vraiment à maintenir notre système alimentaire, à pouvoir nous nourrir à 2050 à 2100. Un petit coucou aux éco-anxieux de ce matin, si vous n'aviez pas besoin d'un coup supplémentaire. Et puis la question de l'inclusion de ces acteurs agroalimentaires, de ces grandes structures, par exemple Lactalis, comment on fait pour ne pas les opposer, pour les inclure, mais aussi, c'est-à-dire qu'on ne reste pas juste sur un petit rayon, nos producteurs de demain, on transforme toute la GMS demain et on reste pas sur cette petite inclusion. Voilà. Merci pour votre témoignage, c'était bien. Merci pour votre éclairage. Je ne sais même pas si on a le temps vraiment de réagir, mais c'était intéressant effectivement de s'interroger sur le vivant. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on a dû faire des choix. Linda, juste une remarque, vous voulez... Le vivant, c'est avant tout la biodiversité et la diversité des écosystèmes. Donc effectivement, on n'a pas mentionné, on a une filiale, CDC Biodiversité, qui travaille aussi beaucoup là-dessus. Je crois qu'il y a un atelier dédié au sujet, exactement. pour ceux que ça intéresse. Donc évidemment, c'est au cœur des enjeux. Mais les enjeux sont énormes, donc il y a beaucoup de travail encore. Bon, merci de nous avoir suivis. Je voudrais vraiment que l'on remercie nos intervenants, Linda Reboux, Christophe Chevalier et Pierre Péziardi. Merci à tous les trois. Merci.